Merci beaucoup à vous de nous accorder un peu de temps cette journée. C'est pas simple. Vous venez en coup de vent, mais c'est très important. Le jour où vous êtes venu nous présenter le travail que vous allez nous présenter là, nous avons été assez fascinés par ce travail, en tout cas moi en particulier. Et donc je vous remercie de le partager avec nous et avec les personnes qui sont présentes ici. Je vais vous laisser vous présenter, peut-être présenter à l'occasion le réseau périnatalité, ce sera l'occasion, en quelques mots. Et puis on vous donnera le temps de la vidéo et puis le temps d'échange. Je me présente, donc je suis le docteur Kojayan, je suis pédopsychiatre à Montpellier et j'ai une activité essentiellement centrée en périnatalité, en libéral. Pas loin d'ici, on a monté un cabinet de pédopsychiatrie périnatale. On est une équipe d'une douzaine de professionnels avec psychologues, pédopsychiatres, sages-femmes, psychomotriciennes et orthophonistes. Et l'activité du cabinet est dédiée à l'accompagnement dès la grossesse des futurs parents en difficulté psychologique. Et puis, on a développé une activité de repérage précoce des troubles du développement de l'enfant, des troubles du neurodéveloppement, avec des soins le plus précoces possible, avec des soins de psychomotricité, d'orthophonie et de pédopsychiatrie. Et j'ai aussi une activité hospitalière, puisque je suis vacataire dans le service de pédopsychiatrie à Perplantade, au CHU, et de vacation à la maternité d'Arnaud de Villeneuve, où là, je travaille avec des sages-femmes qui accompagnent des femmes qui ont des problèmes d'addiction ou qui ont des troubles psychiques avec des traitements et aussi de la polyaddiction. Voilà, donc je vais vous proposer, alors moi je fais de la périnatalité depuis une vingtaine d'années, et à Montpellier, on a une histoire assez longue en périnatalité, puisque Françoise Molena, pédopsychiatre, aujourd'hui semi-retraitée, puisqu'elle est encore très active, a démarré il y a une trentaine d'années une activité assez pionnière à l'époque, puisqu'il y en avait 2-3 en France qui faisaient de la périnate. Ce n'était pas encore répandu. Donc Montpellier a une longue histoire de travail, d'anticipation dès la grossesse, d'accompagnement des futurs parents en grande difficulté pour les aider à être bien accueillis dans les maternités et construire un projet de retour à domicile le plus ajusté à leurs propres limites et difficultés, et aussi le plus ajusté aux besoins de développement de l'enfant, parce que, évidemment, en tant que pédopsychiatre, notre objectif principal, c'est de faire en sorte que les enfants puissent se développer dans de bonnes conditions, alors qu'on a effectivement des familles extrêmement vulnérables, et vous savez bien aujourd'hui que l'environnement a un impact très important dans le développement de l'enfant. Vous avez déjà entendu parler, je pense, des 1000 premiers jours, le rapport qui a été demandé à Boris Cyrulnik, parce qu'on sait aujourd'hui que pendant la grossesse et les 2 premières années de l'enfant, ce sont des périodes extrêmement sensibles, et c'est des périodes où l'impact de l'environnement peut être très négatif sur le développement de l'enfant, tout comme il peut être très positif. C'est tout l'enjeu, c'est de justement mettre en place des accompagnements très précoces pour transformer l'impact négatif par un impact plutôt positif sur le développement de l'enfant. Et donc cette histoire a fait qu'à Montpellier, on a pu aussi monter une équipe pour intervenir dans les 2 maternités privées. Vous avez 2 cliniques à Montpellier, Saint-Roch et Clémenville, qui font les 2 tiers des accouchements de la ville. Et aujourd'hui, on a depuis une dizaine d'années une équipe de pédopsychiatres, psychiatres, sages-femmes de coordination, psychologues qui interviennent dans le repérage et le suivi des familles. Alors aujourd'hui, on a une activité assez impressionnante, puisque on prend en charge par an sur le libéral à peu près 800 familles par an, vulnérables.
ce qui est assez considérable et à peu près l'équivalent sur l'hôpital Arnaud de Villeneuve avec le docteur, sous la responsabilité du docteur Rosemary Toubin, que certains peut-être connaissent de nom. Voilà, donc on a au fil des ans monté des projets et puis on a réussi à avoir des financements pour avoir des postes, notamment de sage-femme de coordination. Je crois que ça a été un des pivots du changement en tout cas de notre façon de travailler autour des familles extrêmement fragiles. Vous allez voir le témoignage d'une situation où effectivement une sage-femme de coordination a pu être en place pour organiser le déroulement de la grossesse, l'arrivée à la maternité, le retour à la maison pour ajuster les difficultés des parents aux besoins du nourrisson dans les premiers mois de vie. Donc on a eu une expérience plutôt heureuse de la mise en place de ces sages-femmes de coordination et tellement heureuse que l'Agence régionale de santé a proposer au réseau périnatal de mettre en place des sages-femmes de coordination dans toutes les maternités. Donc c'est à partir de cette expérience montpelliéraine de l'hôpital et du privé que l'ARS, fort de ce retour d'expérience positive, a financé la mise en place de sages-femmes de coordination dans toute la région, dans toutes les maternités, pour justement organiser un accompagnement pluridisciplinaire, coordonné, personnalisé, c'est-à-dire à partir de chaque parent, de leur spécificité, de leur histoire, de leurs besoins, de leurs demandes, et aussi de leur propre réseau de professionnels. L'idée, ce n'était pas d'imposer aux parents tel ou tel professionnel, mais de partir de leur choix des professionnels et d'organiser avec tous ces professionnels un accompagnement dès la grossesse jusqu'à la première année de vie, voire les 2 premières années. Des fois, c'est des accompagnements qui sont beaucoup plus lourds. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, alors moi ça fait une vingtaine d'années que je fais de la périnate, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de parents qui ont un accès à la parentalité et qui ont des troubles graves, notamment on a de plus en plus de parents qui ont un trouble du spectre autistique, de déficience intellectuelle, de schizophrénie, d'état limite, borderline, enfin des grosses pathologies. Ce qu'il y a une 25 années en arrière, quand j'étais interne, il y avait vraiment des débats très houleux entre médecins où effectivement on discutait de comment faire pour que la contraception soit optimale, pour que ces personnes-là n'aient pas accès à la parentalité. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Je ne vous raconterai pas comment ça s'est fait parce qu'on n'a pas le temps, mais aujourd'hui on a énormément de personnes extrêmement, on va dire, invalidées par leur pathologie qui ont accès à une parentalité. Donc nous avons proposé un accompagnement le plus personnalisé, le plus ajusté pour que ces personnes-là puissent accéder à cette parentalité-là et que les bébés puissent aussi avoir un environnement suffisamment soutenant pour qu'ils puissent se développer sans que les troubles du neurodéveloppement, vous savez aujourd'hui, on essaye de repérer le plus précocement les troubles du neurodéveloppement pour agir précocement, parce qu'on sait qu'une action très précoce entre 0 et 6 mois, qui est possible aujourd'hui, parce qu'on a des signes avant-coureurs repérables, le pronostic fonctionnel des enfants n'est pas le même. Voilà, donc je ne fais pas plus. Donc effectivement, je suis accompagné par des membres du réseau périnatal d'Occitanie qui œuvrent beaucoup par des formations, par effectivement la mise en place de l'EPP, ce qu'on appelle entretien prénatal précoce, qu'on propose précocement aux futurs parents pour justement ouvrir le dialogue et entendre leurs difficultés, leurs questionnements et leurs besoins, et d'ajuster à partir de ce qu'ils vont nous dire un accompagnement pendant la grossesse et après, et avec plein d'actions, de reprises de cas. Enfin, je ne sais pas si vous voulez vous en parler, mais je vous laisse la parole. Oui, alors... C'est bon ? Oui. Le réseau de périnatalité Occitanie existe depuis 2019. C'est la fusion du réseau Matermib qui existait à l'ouest et du réseau Naître et Grandir qui existait sur la région de Languedoc-Roussillon. Voilà. Et depuis 2 ans, on a fusionné, on a mis en place un certain nombre de travaux
On a un cahier des charges national de 2015 qui nous fixe un certain nombre d'objectifs, de missions, l'orthogénie, le parcours de la femme enceinte, le suivi des enfants vulnérables, le dépistage des troubles de l'audition à la maternité, le suivi des enfants vulnérables. Et c'est vrai qu'il y a un gros travail qu'on ne faisait pas trop à l'Ouest, mais grâce à la fusion, finalement, ça va nous apporter beaucoup en santé mentale. Voilà. Et grâce à notre groupe d'experts, grâce au docteur Rafik Ojoyan, depuis cette année, je crois, il y a des reprises de situation en visio à laquelle sont conviés tous les professionnels de la périnatalité, voilà, pour regarder ce que vous allez regarder tout à l'heure et discuter et réaliser que l'entretien prénatal, c'est une petite partie de la grossesse. C'est très important parce que c'est ce qu'on entend depuis ce matin, c'est le travailler ensemble. Voilà. Comment faire du lien entre professionnels pour travailler autour d'une famille. Merci. Un mot peut-être ? Bonjour, donc je suis Benjamin Coppel, je suis sage-femme au réseau de périnatalité Occitanie. Habituellement, le CREA, il y a des liens plutôt avec Madame Marvois qui est absente actuellement, et du coup, je vous remercie pour votre invitation, et Dominique Foissin et moi-même sommes ravis d'avoir pu assister à votre journée qui était très riche en enseignements. Ne me faites pas la conclusion encore, c'est dans 3 quarts d'heure. Pas du tout. Merci d'être présent. Ce réseau, il est très important. Quand on parle là, dans des journées comme ça, c'est bien. Après, il faut faire. Et on fait comment ? Avec des acteurs de proximité. Et ces acteurs de proximité, c'est pas le CREAI. Nous, on est pour créer un espace tiers de réflexion. C'est avec vous. Et c'est pour ça que je pense qu'il est très important que vous puissiez vous présenter et que vous puissiez être connu de tous sur le territoire. Je vous propose qu'on puisse passer ce film que vous avez construit, oui, et puis derrière discuter sur les éléments qui sont apportés. Voilà, juste vous dire que ce témoignage, nous l'avons pris 1 an après la naissance de l'enfant. Donc on a un recul, en tout cas les parents, ils ont un recul d'1 année. Et nous avons aussi pris le témoignage de 2 professionnels qui ont été en lien avec cette famille. Voilà. Donc je vous propose, le film est assez explicite, il y a des passages écrits, donc vous allez pouvoir suffisamment suivre le fil de l'histoire. Et ça dure 20 minutes, et je vous propose qu'au décours de ce film, on puisse débattre. Ça peut être un bon moyen de discussion et d'échange entre nous. Vous avez vu un débat avec le gynécologue sur cette question du lien interprofessionnel entre la psychiatre et le gynécologue. Alors c'est un point, je voulais revenir dessus parce que, donc avec le réseau périnatal de l'Occitanie, on a aussi planché sur des recommandations de bonnes pratiques. C'est-à-dire, on a essayé de réfléchir sur donner des conduites à tenir aux gynécologues, sages-femmes, pédiatres, qui sont confrontés à des situations dont ils n'ont pas l'habitude, une femme qui s'effondre, une femme qui vient raconter des antécédents psychiatriques, etc. Et donc, on a travaillé pendant des mois et des mois et des mois en pluridisciplinaire autour de la table pour réfléchir à comment on peut catégoriser des relations humaines, en fait. C'est ça, parce que les protocoles, c'est un peu ça. Donc, ça a été un peu difficile, et il y a eu un gros débat sur cette question du lien entre la psychiatrie et l'obstétrique. Et on n'a pas vraiment pu trancher cette question-là, parce qu'en fait, c'est très singulier et c'est personnel dépendant. Donc, dans cette histoire, c'était très important pour cette dame qu'il n'y ait pas de lien entre le psychiatre, la psychiatre et le gynécologue. Ça a été salvateur, parce qu'en fait, cette dame, elle avait besoin d'être reçue, accueillie, parce qu'elle était obnubilée par l'étiquette. Elle s'était construit une représentation, une image d'elle, de quelqu'un d'extrêmement fragile, malade, pathologique, enfin, tous les mots que vous voulez. Et que c'était cette expérience finalement de rencontre avec la sage-femme, le gynécologue pendant plusieurs mois pour le suivi de sa grossesse, finalement sans que ni l'un ni l'autre se rendent compte de sa fragilité, a été extrêmement
un levier très positif au niveau psychodynamique qui a fait qu'elle a été extrêmement sensible à ce qu'elle a éprouvé pendant l'hospitalisation. Vous avez vu comment elle décrit l'attention, l'écoute de chacun. Enfin, les équipes font ça avec tout le monde, c'est pas plus avec elle que d'autres, mais c'est vous dire l'image qu'elle pouvait avoir de la représentation d'elle-même. Et après des discussions et débats entre nous, parce que cette situation, on l'a présentée dans des formations pour réfléchir justement, parce que personne ne détient la vérité de comment on peut travailler ensemble autour d'une famille. C'est toujours une découverte, c'est toujours, voilà, on essaye de sortir des grandes lignes. Mais on apprend toujours avec les parents de nouvelles manières de faire, de réfléchir, etc. Donc cette situation nous a fait beaucoup réfléchir sur cette question, quel est le meilleur moment finalement de faire de lien, parce que ce lien-là n'est pas anodin en fait. Et je sais qu'on a eu d'autres situations où effectivement quand le psychiatre a fait un lien avec l'obstétrique, tout d'un coup la dame commençait à contracter par exemple. Parce qu'il s'est passé quelque chose pour elle entre le corps et l'esprit. Donc cette question du lien, alors Olivier Chérissi, il a eu du mal, parce qu'on en a discuté avec lui. Donc quand on l'a réinterrogé, il est resté un peu sur cette idée que pourquoi elle ne m'a pas appelé, etc. Alors on avait discuté en disant que c'était peut-être pas plus mal et que cette psychiatre, elle avait bien perçu que cette femme, elle était bien dans sa grossesse. Et qu'elle était dans une plénitude, dans un épanouissement, et que c'était peut-être un peu dangereux d'aller... Peut-être parce que surtout elle ne le voulait pas. C'est-à-dire que la personne ne voulait pas que... Ce que je crois comprendre, c'est que la personne ne souhaitait pas. Elle ne souhaitait pas, voilà. Mais en revanche, quand on a discuté avec la psychiatre, elle n'avait pas eu idée d'appeler. Ah oui, d'accord. Elle n'a pas dit « je vais appeler votre gynécologue », elle a refusé. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire que pour elle, elle voyait que sa patiente, se transformait par la grossesse, qu'elle était épanouie dans une plénitude. Donc, c'était quand même compliqué pour elle d'aller toucher ça. Et je pense qu'elle avait cette inquiétude de qu'est-ce que ça peut faire si je fais ce lien-là avec cette équipe-là. Donc c'est défendable. Voilà. Après, en même temps, ce gynécologue, il a raison, parce qu'elle a arrêté le traitement sans rien dire. C'est pas anodin non plus d'arrêter des psychotropes. Elle a quand même été hospitalisée pendant 1 an en psychiatrie. 1 an. C'est long, hein, 1 an. Surtout qu'aujourd'hui, on ne fait plus d'hospitalisation d'1 an. Enfin, pas plus beaucoup. À Toulouse, un peu encore. Hein. Peut-être, je ne sais pas. Mais je veux dire, sur les cliniques aujourd'hui psychiatriques, c'est rare quand même, les hospitalisations aussi longues, c'est qu'on était devant un tableau clinique, psychiatrique assez inquiétant. Et ça s'est passé 1 an avant le début de sa grossesse. Donc effectivement, le gynécologue a raison de se dire, bon, quand même, on découvre tout d'un coup une telle fragilité. Mais c'est pour vous dire qu'il faut faire attention, de ne pas trop vite aller critiquer un professionnel et que cette affaire-là est une affaire assez complexe et que c'est important de réfléchir au cas par cas et que chaque situation a sa spécificité, a sa dynamique propre et que toute cette organisation qu'on essaye de mettre en place, c'est pour respecter cette dynamique propre. C'est pour ça qu'on a mis en place l'entretien prénatal précoce, on a mis en place une sage-femme de coordination, tous ces professionnels qui prennent du temps pour écouter ces dames, mais aussi c'est des professionnels qui sont supervisés, c'est-à-dire que ces sages-femmes-là qui font ce travail, elles voient leur psy périnate, elles discutent sur dossier pour essayer de se dire, voilà, sur cette dame-là, elle m'a dit ça, qu'est-ce que je fais, etc. C'est-à-dire que c'est pas juste on écoute les dames et puis voilà, il y a quelque chose, on fait quelque chose de ce que les dames ou les futurs pères peuvent dire dans ces instances-là. Et si Kinga Amrani ou par exemple Pascal Bourlet, la sage-femme dont elle a fait allusion, c'est une sage-femme avec qui moi j'ai travaillé pendant des années autour de l'IVG. Elle était spécialiste d'orthogénie, je la voyais toutes les semaines pendant 1 heure. On reprenait sur dossier l'accompagnement de ces femmes qui venaient faire des IVG. Donc c'est une sage-femme qui avait l'habitude de penser sa pratique et de faire quelque chose de ce que les dames pouvaient lui confier. Et qu'elle ne faisait pas juste écrire dans le dossier et puis on passe à la suivante. Mais tout ça, ça nécessite un travail collectif
Parce que si ces sages-femmes ont appris à écouter et à faire quelque chose de ce... Parce que c'est bien d'écouter, mais si on ne fait rien de ce qu'on confie, ça ne sert à rien, hein, l'écoute. Et c'est ce qui a changé, en fait, dans ce travail de maillage entre les psys et les sages-femmes, c'est que ça leur a donné suffisamment de sécurité pour que les sages-femmes puissent faire quelque chose de ce que peuvent confier ses parents, ses futurs parents, extrêmement abîmés aussi par la vie, avec des carences, avec des histoires pas possibles, mais qui, à un moment donné, s'autorisent à confier quelque chose de leur intime, de leur intimité, de leurs angoisses, et on fait quelque chose de ça. Mais pour que ces sages-femmes puissent en faire quelque chose, il faut qu'elles soient en sécurité, et cette sécurité, elle est amenée par ce maillage entre les psys et les sages-femmes. Donc moi, ce que je disais tout à l'heure, je vois des sages-femmes tous les jeudis matins pendant 3 heures, avec donc les sages-femmes de coordination de l'hôpital, et on prend dossier par dossier, et on analyse ce qui s'est passé lors de la consultation, pourquoi elle a raté des rendez-vous, comment on réussit une orientation, comment on fait le suivi du suivi. C'est toute une rigueur qu'on a appris au fil des années pour justement que cette parole soit singulière et qu'on puisse faire quelque chose de cette parole singulière, mais qui reste l'histoire de cette famille et pas quelque chose forcément de général. Merci pour cette explication, pour nous indiquer que finalement, la parole, il faut l'entendre, il faut en faire quelque chose, et comment on crée des protocoles finalement, parce que c'est ça que vous avez créé, pour pouvoir structurer un peu cette sécurisation des professionnels. Je pense que c'est les mêmes processus. Là, je parle de sage-femme et de psy périnate, mais je pense que c'est le même processus avec tous les acteurs professionnels. Depuis le début de l'après-midi, on parle de ça, mais c'est très intéressant de le voir dans d'autres champs que du médico-social qui rencontre les travailleurs sociaux. On voit comment là, cette articulation entre, on va dire plutôt du sanitaire, se rencontre. Maintenant, faudrait-il que le sanitaire et le médico-social se rencontrent ? Bon, encore une autre affaire. Mais voilà. Oui, c'est ce que vous évoquiez, c'était que sur cette question-là, la question de dire ou ne pas dire génère des... Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Il y a des enjeux différents selon ce que l'on dit ou ce que l'on ne dit pas. Alors ça, c'est vrai, cette question de stigmatisation, parce que quand on adresse une femme enceinte à une sage-femme de coordination, on dit les choses. On ne dit pas on vous adresse à une sage-femme et qu'on ne lui dit pas que c'est une sage-femme de coordination. Non, on nomme. On dit on vous envoie vers une sage-femme parce que vous avez un traitement psychotrope, parce que vous voyez un psychiatre, parce que vous avez des fragilités. C'est-à-dire qu'on va nommer un certain nombre d'éléments. Mais ce qui va éviter la stigmatisation, c'est le vécu de la relation avec le soignant. C'est-à-dire que ce que les femmes disent, j'ai été respectée. On ne m'a pas regardée comme une malade mentale. Et c'est ce que dit Corinne Chanal, quand elle voit des femmes enceintes qui ont des problèmes d'addiction, quand elles viennent, elles ont peur d'être jugées. Et puis finalement, elle se rend compte que la sage-femme elle pose des questions, comment vous avez découvert votre grossesse, vous l'avez annoncé à qui, comment elle a réagi votre mère. Ce n'est pas des questions d'addiction, autour de l'addiction. Elle pose une question qu'on pose à toutes les femmes enceintes. Donc tout d'un coup, il va y avoir une mobilisation dans la tête de la dame. Elle est partie avec des représentations, voir la sage-femme, et là, elle vit autre chose. Et le fait de vivre autre chose va faire qu'elle ne va pas se sentir stigmatisée. Et c'est tout le travail aussi de la sage-femme de coordination, après, pour que dans le service, les soignants qui vont s'occuper de cette dame n'aient pas des réactions en miroir, de jugement, parce que le jugement, on l'a tous. Il y a beaucoup de sages-femmes en salle de naissance qui vont dire « Ah ben celle-là, elle n'arrête pas de descendre fumer, elle laisse son gosse. » Enfin, voilà. Mais comment nous, on va essayer de travailler avec ces équipes, parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui vont soulever chez des professionnels des représentations extrêmement négatives. Et c'est surtout celles-là qui soulèvent des réactions extrêmement négatives qui sont très perspicaces sur la manière dont on les regarde, généralement. Parce qu'elles ont une telle expérience de répétition, etc., qu'elles voient tout de suite, elles ont un repérage du langage corporel qui est
extrêmement efficace, plus efficace que quiconque. Donc c'est dans la rencontre que ça va se passer, cette question où je me sens stigmatisé ou pas. Mais pour que cette sage-femme puisse acquérir cette, on va dire, compétence relationnelle et cette sécurité pour passer de la représentation à on accueille ce qui vient de la dame, ça demande des années de travail, justement avec des reprises avec des psys, avec les reprises qu'on fait avec le réseau, donc grâce au Covid, parce qu'il y a des effets positifs quand même avec ce virus. Il faut être positif dans la vie. Alors, le positif, c'est que maintenant, on sait très bien utiliser la télémédecine. On est très fort. Les Zoom, les Starleaf et tout ça. Vous aussi, j'imagine. Voilà, donc nous les psys qui n'aimons pas trop la technique, on adore ça maintenant, donc pas pour faire des consultations quand même, mais aujourd'hui on fait des reprises de cas, c'est-à-dire on présente des situations comme celle-là à un groupe, et du coup avec le Zoom on peut toucher plus de gens, c'est-à-dire on peut faire ça avec la sage-femme demande, avec des professionnels qui sont très loin, on va dire, de réseaux ou de professionnels experts, donc on peut leur amener notre expertise à des gens qui sont très éloignés, qui n'ont pas de référents, qui n'ont pas de possibilité de faire des reprises. Et donc, on a maintenant mis en place des dispositifs pour amener suffisamment de sécurité aux professionnels pour accueillir cette population-là, quand même, qui est une population qui est difficile à prendre en charge, qui n'est pas toujours très valorisante, qui n'est pas toujours très gratifiante, parce que c'est des populations qui sont des fois agressives, qui sont des fois impatients, qui ratent des rendez-vous, Enfin voilà, donc il faut être très accompagné, très aidé, très soutenu pour qu'on puisse tenir le coup face à des gens qui ont quand même des attachements. C'est des personnes qui ont quand même des schèmes d'attachement qui sont plutôt évitants, plutôt de ce type-là. Donc il faut être très bien accompagné en réseau, veut dire en collectif, pour tenir le coup et pour qu'effectivement ils ne se sentent pas jugés. D'ailleurs, cette expérience qu'elle a eue à l'hospitalisation fait qu'après tout ce qu'on a mis en place, elle les a pris. Et elle ne s'est pas sentie stigmatisée, parce que quand même, il y a eu pédiatre, sage-femme de coordination, pharmacovigilance, etc. On n'a pas tout raconté dans le film. Mais elle ne s'est absolument pas sentie stigmatisée en disant « Oh là là, on fait tout ça, c'est que je dois être une grande malade. » quoi. Elle n'a pas du tout pensé ça. Elle dit « C'est super. » Donc la stigmatisation, ça dépend comment on accueille et qu'est-ce qu'on fait de ce qui est dit et qu'est-ce qu'on renvoie. Mais c'est ce qu'on disait ce matin, c'était la qualité de la relation qui détermine, c'est ce que disaient les intervenants de ce matin. Ce qui est déterminant, c'est pas forcément ce qu'on fait, mais c'est d'abord la qualité de la relation. On va conclure la journée en vous disant que pour tous ceux qui le souhaitent, on se donne rendez-vous bientôt sur le site de la plateforme qu'on a évoqué ce matin, sur les futures organisations du groupe qui va continuer à se maintenir, à mon avis très rapidement au mois de septembre et qui est ouvert à tous. Et peut-être pour de futures journées, alors peut-être de l'autre côté de la région, avec nos amis du réseau Périnatalité. Voilà, donc voilà les prochains rendez-vous. N'oubliez pas l'évaluation. N'oubliez pas, si vous voulez vous valoriser des actions, de participer à cette collecte de données. Qui sera disponible pour tous en fait, c'est de la coopération de la collectivité. Merci beaucoup Dr Kojayan. À bientôt. Vous pouvez regarder sur le site du CREI ORS, on fait des trucs sympas. On fait des journées. Le mois de septembre sera consacré au polyhandicap. Vous aurez en ligne des visios sur la question du polyhandicap. Le mois d'octobre sera consacré à la question de la nutrition et du handicap. Donc je vous donne ces rendez-vous-là. Vous aurez les informations puisque maintenant vous êtes dans la liste de diffusion du CREI ORS. Bonne continuation, bon retour pour ceux qui habitent loin et à bientôt.